Le bien commun. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Les responsables du front de gauche et de la droite pour critiquer la politique du gouvernement socialiste, le gouvernement pour justifier sa politique, les militants écologistes pour critiquer toute politique de grands travaux, barrage de Sivins, aéroport de Notre-Dame-des-Landes, les élus pour justifier leurs décisions. Dans sa dernière conférence de presse, le président de la République employa également le terme de bien commun en référence à la manifestation du 11 janvier contre les attentats terroristes. Les Français l'ont montré, ils ont un amour intact pour la République, un désir profond d'être utile et de servir le bien commun. Mais que faut-il entendre sous le terme de bien commun ? Comment un même concept peut-il servir à la fois à critiquer et à justifier une politique ? Le bien commun serait-il une simple formule incantatoire ? Comment dès lors comprendre qu'il soit le concept cardinal de la doctrine sociale de l'Église catholique ? Le bien commun n'est pas une formule incantatoire, mais un concept qui revêt des significations multiples, voire contradictoires. L'histoire témoigne du caractère polysémique du concept. Mais elle témoigne également de son caractère polémique. Le recours au concept de bien commun n'est absolument pas neutre. Il pourrait passer pour un geste anti-moderne de la part de notre classe politique. Il nous faut du moins l'envisager comme un geste critique à l'égard du libéralisme. Au XVIIe et XVIIIe siècle, la doctrine libérale sonne en effet le glas du concept de bien commun, du moins tel que saint Thomas l'avait pensé, au croisement de la philosophie d'Aristote et de la théologie de saint Augustin. Le bien commun, bonum commune, désignait la finalité surnaturelle à laquelle la communauté politique était naturellement ordonnée. Saint Thomas avait donc développé un concept de bien commun dans lequel la finalité politique de la communauté était subordonnée à sa finalité théologique, l'État à l'Église. C'est contre cette conception théologico-politique que s'érige la doctrine libérale. La doctrine libérale promeut alors un autre concept, l'intérêt général, qui exprime la manière dont les différents intérêts particuliers sont coordonnés dans et par l'État. L'intérêt général n'est pas une finalité surnaturelle, mais le simple résultat d'un artifice rationnel, d'une convention. Cette finalité est généralement qualifiée de procédurale par opposition à une finalité dite substantielle. Le bien commun implique donc une critique à l'égard d'une conception purement procédurale de la finalité. C'est pourquoi son regain d'actualité et son adoption quasi unanime ont de quoi surprendre. Le bien commun signifie que la finalité de la communauté politique n'est pas réductible au consensus démocratique. Notre classe politique serait-elle soudain devenue antidémocrate ? Non, mais elle est bien aujourd'hui forcée de reconnaître les limites de la conception libérale de la démocratie. La principale limite de la doctrine libérale est de considérer le consensus social né de la majorité comme le fondement du bien commun alors qu'il n'en est que le signe. Le consentement populaire n'est pas au fondement d'un certain nombre de normes qui s'imposent aujourd'hui à nos législations nationales. On pense notamment à la Déclaration universelle des droits de l'homme comme à la Charte mondiale de la nature. Ces normes ne sont pas réductibles au consensus démocratique, bien qu'elles fassent aujourd'hui l'objet d'une large acceptation. Au-delà de son aspect objectif et particulier, le bien d'une communauté politique, le bien commun a donc un aspect universel, les droits de l'homme et de la nature. Plus que jamais, le problème du bien commun est de savoir comment concilier son aspect particulier et son aspect universel. Dans la mesure où l'aspect universel du bien commun impose des limites au principe d'autodétermination du peuple. Le bien commun oblige le peuple à se déterminer à partir d'autre chose que de lui-même. À partir de quoi le peuple est-il donc appelé à se déterminer ? Le peuple est appelé à se déterminer à partir du bien, c'est-à-dire du principe même de la loi naturelle, faire le bien, éviter le mal. Comme le bien commun, ce principe pourrait passer pour une formule incantatoire, en raison d'une énonciation abstraite de son origine philosophique et chrétienne. Il nous faut donc travailler à réinscrire ce principe dans son contexte d'énonciation afin d'en faire à nouveau un guide pour notre action collective. Prenons ici pour repère le philosophe Saint Justin, qui fut le premier père de l'Église à employer le concept de loi naturelle. Dans son apologie pour les chrétiens, on trouve le principe « faire le bien, éviter le mal », mais sous une forme plus originelle, « vivre selon la raison et fuir le mal ». Servir le bien commun ne revient pas à servir sa propre volonté, mais à servir le bien, c'est-à-dire la raison, le logos,
qui impose des normes universelles. Par exemple, lutter contre l'idolâtrie du pouvoir, rechercher la paix, respecter la liberté avant tout religieuse. Mais il y a plus. Saint Justin montre que la raison, le logos, est pleinement accomplie dans le Christ lui-même, le logos avec une majuscule. C'est pourquoi les chrétiens ont un privilège, qui est en même temps une immense responsabilité. Incarner pour le monde cette raison qui s'accomplit pleinement dans le Christ, c'est-à-dire dans celui qui se détermine à partir de la volonté de Dieu, source de tout bien. Je ne cherche pas à faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, dit le Christ, dans l'évangile de Jean 5,30. Concluons en disant que le bien commun n'est pas une formule incantatoire, mais une exigence de conversion. Il suppose que la volonté commune se transforme en bonne volonté, et donc se détermine à partir de la volonté même de Dieu, qui s'exprime dans les préceptes du Décalogue, comme dans les 2 commandements, qui n'en font qu'un, l'amour de Dieu et du prochain.